Détresse et prévenir le suicide aujourd'hui dans cette émission. Comment peut-on définir déjà le suicide? On peut dire que le suicide, c'est l'acte ou l'action de se donner à soi-même la mort de façon délibérée. Parce qu'on peut se donner la mort aussi sans forcément le rechercher. Mais ici, c'est penser et puis on pose l'acte. Donc c'est ça le suicide, c'est donner délibérément la mort. OK. Alors, on va parler des causes. Qu'est-ce qui peut nous emmener, bien sûr, à avoir envie de se suicider et puis parler aussi de la détresse? Oui. Oh, c'est un agrégat de facteurs. Il y a plusieurs facteurs, en fait, qui vont venir s'entremêler ici pour, si vous voulez, créer les conditions du suicide. Par exemple, vous l'avez dit, hein, la Côte d'Ivoire est le 3e pays africain qui se place dans le tableau des pays où le taux de suicide est le plus élevé. Juste parce que, par exemple, on peut parler du fait que les jeunes ne voient pas leur avenir en rose, en fait. Le taux de chômage est élevé, on ne voit pas de solutions, on se dit qu'on est perdu. Et donc, il y a cet aspect des choses. Il y a des conditions individuelles. Par exemple, la personne n'a pas une bonne estime d'elle-même, elle a un faible quotient d'adversité. Et tout ça, ça peut se mélanger pour lui montrer que en fait, il n'a pas les moyens de pouvoir affronter les situations et les vaincre par elle-même pour aller au-delà. Donc, tout ça, ça peut créer, en fait, de la détresse. Et cette détresse-là, elle est toujours permanente chez ceux qui se suicident, en fait. Détresse, anxiété, qui est une peur dont l'objet n'est pas matériel. Je suis là, je regarde mon avenir, je ne vois pas bien les choses, donc je me dis, ben, c'est fichu pour moi. Et du coup, ça peut être une condition. Il y a aussi une faible estime de soi-même. Le fait que la personne ne se voit pas en capacité de résoudre certains problèmes auxquels elle est confrontée. Ça intervient. Il y a le fait également de ne pas pouvoir bénéficier effectivement de soutien social ou alors de croire qu'on n'a pas de soutien social. Bien sûr. Alors, voilà. Frédéric Zabidjo, avec vous, on va entrer dans plus de détails. On va aller dans nos familles, on va aller dans nos services, on va aller partout dans notre quotidien. Mais on revient sur cette information très importante, il faut le dire. Une étude révèle que la Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays africains les plus touchés par le suicide. Sur 24 000 décès, 101 étaient des suicides. Alors, c'est vrai, vous avez donné des causes. C'est assez général ce que vous avez donné. Allons-y d'abord dans nos familles. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune garçon, une jeune fille, un homme ou une femme à se suicider, si on part dans nos familles? Déjà, dans nos familles, il faut dire que très souvent, surtout dans les familles modernes, on ne donne pas suffisamment d'outils à l'enfant pour qu'il puisse se prendre en charge, affronter des difficultés, les vaincre par lui-même. Très souvent, dans les familles modernes, on affronte les difficultés de nos enfants à leur place. On vainc les difficultés de nos enfants à leur place. Du coup, quand l'enfant grandit, ou alors quand il se retrouve dans des situations où il doit affronter la difficulté, il est démuni. Il est démuni, et comme il n'a pas une bonne estime de lui-même qui était déjà là, il n'a pas cette bonne estime-là, parce que l'estime de soi, c'est un peu comme le carburant de l'être humain. C'est la batterie, en fait, qui nous fait utiliser le potentiel qu'il y a en nous. Donc, quand, par exemple, j'ai une bonne estime de moi-même, la difficulté est là, je regarde mon potentiel plutôt que mes incapacités. Et donc, c'est ce qui va me faire affronter la difficulté et même relativiser les résultats que je peux obtenir. Mais les gens n'ont pas été éduqués ou ils n'ont pas forcément ça. Contrairement à l'Afrique ancienne, dans les villages, nos parents nous amènent à affronter par nous-mêmes des difficultés. Du coup, quand on se retrouve en ville, on minimise ces difficultés-là parce qu'elles ne sont pas en réalité des difficultés pour nous. Parce qu'on a déjà un quotient d'adversité élevé et une bonne estime de nous-mêmes. Ça, c'est la première difficulté qu'on a en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, je suis au village et que le champ de mon père se trouve à des kilomètres et que pour aller au champ, il faut traverser le cimetière du village alors que j'ai peut-être que 8 ans. Quand mon père m'envoie chercher des ignames au champ pour revenir à 19 h traverser le cimetière, quand je réussis à le faire une fois, 2 fois, ben ça, je n'ai plus peur de la mort, de ce genre de choses et tout ça. Qu'est-ce qui peut m'effrayer dans une ville où il y a de l'éclairage? Rien du tout. Nos enfants, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Il y a des enfants ici qui n'ont jamais vu en vrai un serpent. Le jour où ils vont le croiser, mais il se sentira perdu. Donc, il faut amener les enfants, par exemple, à
affronter les difficultés. Et ça manque. Chez la plupart des gens qui passent au suicide, il y a un mécanisme insidieux qui se met en place dans leur tête pour leur dire, cette difficulté-là, tu ne pourras pas la surmonter. Tu n'en as pas les moyens. Oh, tu ne vaux rien. Tu n'as pas les outils. C'est ce mécanisme qui se met en place dans sa tête. Et il commence à regarder. Il ne va plus voir le soutien dont il peut bénéficier, mais il va plutôt voir les choses dont il ne bénéficie pas. Oh, c'est fichu pour moi. Ça, là, personne ne me comprend. Dieu seul est mon recours. Ah non, ça, là, vraiment, cette solution-là, la mort est mieux. Quand on entend ce genre de choses, ça veut dire que ce sont des signes d'alerte, en fait. Alors, merci même d'évoquer cet aspect-là. J'allais même vous demander, nous vivons avec des personnes au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut remarquer qui vont nous faire titre dans la tête et puis on va peut-être à cause de ce que vous avez dit, on ne va pas jusqu'à penser au suicide, mais on a quand même des signaux d'alarme. Il y a toujours des signaux d'alarme chez quelqu'un qui se suicide. Mais c'est parce que son entourage ne fait pas attention. Oui. Voilà. Les signaux d'alarme vont se situer, par exemple, à deux niveaux. Premièrement, c'est dans le langage. La personne aura, à plusieurs niveaux, pardon, et ça commence dans le langage. Non, cette situation-là, elle n'est pas surmontable pour moi. Oh non, ça c'est impossible. Ah non, je ne pourrai plus jamais trouver un emploi comme celui-là. Non, cette fille qui m'a laissé, plus jamais je ne pourrai avoir une fille comme elle. La personne commence à se dire ça. Donc, dans le langage, on a un langage défaitiste, un langage noir. Okay. Et ça continue par une idéation morbide. La personne se dit, oh, la difficulté que je suis en train de vivre là, je crois que la mort est mieux. Non, ça là, j'aurai la paix une fois que je serai au ciel. On entend ces genres de discours en général chez ce genre de personnes. Oui. Et puis, une troisième chose, c'est que c'est dans le comportement, ça va se voir. Vous allez voir que la personne va commencer soudain à avoir une labilité de l'humeur, c'est-à-dire qu'elle peut passer de l'humeur, une humeur exaltée à une humeur triste, noire, sans transition en véritable. Oui. La personne qui est en train de rire, soudain, par exemple, le problème vient dans sa tête et puis il s'assombrit. La personne s'assombrit, soudain, elle est assise. Celle qui est en train de rire, elle est en train de pleurer là maintenant. C'est des signaux d'alarme. La personne est là, par exemple, et puis vous voyez qu'il y a des choses qui lui coûtent cher. Vous le savez, vous êtes dans son quotidien. Et puis vous voyez qu'elle commence à se débarrasser de ça, à distribuer ça. La personne commence de plus en plus à parler des testaments, du jour où elle ne sera pas là, que deviendront ses enfants, etc. C'est des signaux d'alarme. Donc ce sont des choses, vous voulez nous faire comprendre que ce sont des petites choses, permettez-moi le mot, en griffe, des petites choses qu'il faut prendre au sérieux. Au sérieux. Quand on vit avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne. Il faut connaître ses façons de s'exprimer, il faut connaître ses façons de se comporter. Et quand on voit une variation, c'est que la personne a besoin d'aide. Il faut qu'on sorte du jugement et de la condamnation. Qu'est-ce que je veux dire par là? En général, quand on voit quelqu'un qui commence à dire « Oh non, mais ça là, c'est impossible pour moi », on se dit « Mais toi, un vieux comme ça là, une petite difficulté, puis tu t'estimes, oh, tu exagères, et puis on passe. » Alors que la personne, ce qu'elle est en train de vous dire, elle est sérieuse. Elle souffre véritablement. Il y a une souffrance qu'elle est en train d'exprimer. Quelqu'un va vous dire, non, mais cette fille qui m'a laissé là, vraiment, je ne crois pas que j'aurai une autre fille comme ça dans ma vie. Et puis les gens disent, mais attends, toi, tu es malade ou quoi? Les filles qui sont versées dans la ville, là, tu ne vois pas, tu veux mourir pour une petite fille. Mon cher, il faut mourir, moi, achète ton cercueil. Okay. La personne est sérieuse. Ouais. Donc, quand on connaît la personne qui est en face de nous, on connaît ses habitudes, on connaît son langage, on sait comment elle s'exprime, quand on voit une variation, c'est vraiment de demander de l'aide. Notamment, par exemple, avoir recours à un psychologue. Ou alors parler ne serait-ce que ça avec la personne. On n'est pas très habitué chez nous en Côte d'Ivoire à aller voir des psychologues. Il faut vraiment avoir cette habitude-là et cette envie-là. Oui. Cette culture doit s'intégrer à nos habitudes. Pour le mot. Ouais. On ne connaît pas. Alors là, on a parlé un peu des causes dans nos foyers, et tout, dans nos maisons. Et si on part sur le lieu du travail, on a aussi souvent des suicides. Oui. On a des choses, des actions qui nous poussent à le faire. Oui, sur le lieu du travail, en général, c'est le stress qui est la première cause de suicide des gens. Les gens sont stressés, ils sont beaucoup stressés au travail, mais les chefs d'entreprise sont plus braqués sur les résultats qu'ils attendent de leurs entreprises. Mais ils oublient une chose, c'est l'humain qui est au cœur du résultat. C'est l'humain qui produit le résultat. Quand, par exemple, on a un employé qui est face à une difficulté, et puis il y a un déséquilibre entre
le résultat qu'on attend de lui, les délais dans lesquels ces résultats-là sont prescrits, quand les moyens dont la personne dispose pour faire face à la difficulté, la personne va ressentir une sorte si vous voulez, de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on me demande de faire une tâche dans un délai, mais les moyens dont je dispose, quand je les regarde, je vois que non, mes moyens ne me permettront pas d'atteindre ce résultat-là. Je suis déséquilibré et ça cause une souffrance morale. Cette souffrance-là, elle n'est pas prise en compte dans la plupart des entreprises, chez nous particulièrement. Oui. Parce qu'on la minimise. Le chef même dit, mais moi, de toute façon, je suis stressé. Nous tous, on est stressés. Donc, pourquoi? Du coup, dans les entreprises, il n'y a pas cette culture d'accompagnement psychologique des travailleurs. On s'est dit, non, mais il doit apprendre. Puisque dans le recrutement, souvent, les ressources humaines disent qu'on doit apprendre à travailler sous pression. Oui. Mais il faut savoir que la pression ne doit pas se transformer en stress. Parce que le stress est négatif et tueur. La pression, par contre, elle est motivatrice. Donc, il faut savoir gérer tout ça. Et donc, la différence, ça doit être cultivé. On doit former les agents à ces niveaux-là. Mais les entreprises ne le font pas. Il n'y a pas d'accompagnement. Et on assiste, malheureusement, à des cas, soit de dépression dans les entreprises, à des cas d'abandon de poste, à des cas de maladies musculo-squelettiques, de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, parce qu'on ne fait pas le lien entre, par exemple, tous les risques psychosociaux que la personne vit en entreprise et certaines maladies que la personne somatise, en fait. C'est une exhortation aux chefs d'entreprise, aux directeurs, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment? Partout dans les entreprises, il faut que les gens prennent conscience de ça, que les gens sont exposés à des risques psychosociaux. Et souvent, c'est des choses que, comme nous, par exemple, on a des moyens pour surmonter ça. Quand je parle de moyens, je ne parle pas d'argent. Donc, quand on voit ça chez les autres, on banalise. Je donne un exemple. En entreprise, il y a un risque psychosocial qui peut être lié à la violence interne. La violence interne, ce sont les injures, ce sont les harcèlements sexuels, les harcèlements psychologiques, etc. Maintenant, on s'est dit, mais attends, le fait que la personne-là est en train de te braquer, et puis si tu ne veux pas, tu dis non, et puis ça passe, on minimise. Alors que celui à qui on est en train de parler, mais ça, ce n'est pas des choses auxquelles la personne est habituée. Elle prend ça très mal. Si elle ne bénéficie pas d'accompagnement, c'est des choses qui vont l'emmener à être dans le désespoir, en fait, dans l'entreprise et à ne pas aller au meilleur d'elle-même dans l'entreprise. Oui. Les violences internes, violences externes, les clients ou bien les prestataires ou bien alors les associés qui mettent la pression. Cette pression-là, il faut avoir la carapace pour la supporter, oui. Les collègues aussi. Les collègues et tout ça, il faut avoir du coffre pour supporter ça. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a ce coffre-là, malheureusement. C'est des réalités qu'on vit en entreprise. Il ne faut pas qu'on se dise que, comme ça y est là, donc c'est une bonne chose. Non, on ne fait pas avec. Il faut qu'on fasse de sorte que les gens avec qui on travaille aillent à leur meilleur niveau. Et pour ça, on a besoin de créer des conditions qui favorisent de telles choses. On voit en Asie, la plupart des gens se suicident justement à cause de la forte pression en entreprise. Oui. Voilà. Chez nous, ici, les causes sont un peu différentes. Ce n'est pas les mêmes proportions en fonction des situations. Bien sûr. Mais il faut tenir compte des réalités. Et chez nous, ici, il faut donner une meilleure visibilité aux gens. Vous voyez, le taux de chômage, c'est très élevé. Les gens n'ont pas de travail et ils n'ont pas de visibilité par rapport à leur avenir. Quand ils regardent l'avenir, ils voient tout. C'est pour ça qu'ils sont prêts à aller mourir dans les océans. Quelqu'un qui est à ce niveau-là, il est déjà en détresse. Quelqu'un qui s'est dit, je vais aller traverser la Méditerranée, je peux mourir, mais Bengue est mieux que ça. C'est tout un processus. Hein, absolument. Pour arriver jusqu'au suicide. C'est des petites choses qui s'accumulent et qui vous convainquent que la mort est la solution. Oui. Que la mort est la solution. Est-ce de la lâcheté? Pas vraiment, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que malheureusement le grand public pense. Quand quelqu'un se donne la mort, on se dit il est lâche. Mais on ne se dit jamais comment on en est arrivé là. La personne qui passe à l'acte suicidaire, très souvent, elle souffre dans le silence de nos maisons. Elle souffre moralement, elle souffre psychologiquement. Et au lieu de la soutenir, ne serait-ce que par des petits mots encourageants, des petits mots qui la poussent à aller de l'avant, on lui dit plutôt des choses qui la dévalorisent et qui aggravent son niveau d'estime, qui l'a fait dégringoler de l'échelle de l'auto-estime. Voici le problème qu'on a malheureusement dans nos maisons et qui fait que les gens ne se contentent pas juste d'avoir des idées suicidaires, mais ils passent à l'acte suicidaire et au suicide. Ils posent des actes. Oui. Voilà.
où ils avalent des comprimés, ils avalent des substances psychotropes, ils peuvent se donner, pendre, comme on a vu. S'épandre, prendre un pistolet, puis tenter sur soi-même voilà, l'acte morbide. Ça peut arriver, mais on peut éviter ça. Et c'est très facile. Alors, allons-y. Dites-nous, on a la solution, hein, ou bien les solutions. Les solutions, c'est juste écouter déjà les gens. Comme je l'ai dit, faire attention aux gens qui sont dans notre quotidien. Les gens qu'on fréquente tous les jours, il faut qu'on fasse attention à eux. Constater s'il y a un changement de comportement. Parler avec la personne. Ouais. Mais il faut qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas juste de venir dire « Attends, monsieur Anjoal, j'ai vu votre humeur n'est pas très bonne aujourd'hui, dites-moi. » Pour que vous puissiez me dire des choses, il faut que je crée un cadre de confiance. Bien sûr. Que vous ayez confiance en moi pour que vous puissiez vous confier. Donc la confidence ne se fera que dans un cadre de confiance. Il faut qu'on le sache. Donc quand on voit quelqu'un qui est dans une sorte de souffrance, qui n'est plus dans ses habitudes, il faut qu'on approche la personne, qu'on crée le cadre de confiance pour que la personne puisse se confier à nous. Déjà en parlant, la personne évacue. Déjà en parlant avec nous, on lui donne des solutions. Parce que c'est parce que les personnes sont désespérées, en fait. Elles ne voient pas de solution. Pour nous, c'est des choses qui sont évidentes. Parce que peut-être moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Oui. Donc, pour moi, quelqu'un, bof, qui a des problèmes, qui a une rupture sentimentale et puis qui veut en faire un plat, pour moi, il en fait un plat. Alors que non. Moi, peut-être, je ne suis pas à ces niveaux parce que je n'ai pas de difficultés particulières pour avoir une conquête. Alors que la personne peut ne pas être à ces niveaux-là. Donc, c'est de parler avec elle. Pour lui dire, non, attends, mon gars, tu as du potentiel. Tu te rappelles que tu as eu déjà 1, 2, 3 conquêtes. Si tu en as eu déjà, c'est que tu as la possibilité d'en avoir de nouveau. Lui donner cet espoir-là, c'est en l'absence de visibilité et d'espoir que les gens prennent le raccourci du suicide. Donc, en parlant avec eux, ne serait-ce que ça, même si on n'est pas professionnel de l'aide, on peut déjà s'y conscrire. Ne jamais banaliser les souffrances de quelqu'un. Vous appelez à la bonne foi de toutes les personnes Voilà. qui vous suivent en ce moment? Oui. Ne jamais banaliser. Oui. Ne jamais banaliser les souffrances de quelqu'un. Quelqu'un vous dit quelque chose, c'est sa souffrance. Ce n'est pas votre souffrance. Si vous n'êtes pas à ce niveau, gloire à Dieu. Mais essayez de l'encourager plutôt que de le démolir psychologiquement. Donc, être à l'écoute, parler avec les gens pour leur permettre d'évacuer, leur montrer des solutions, les encourager à emprunter ces solutions-là, ces voies, et puis les encourager à faire ressortir par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Parce qu'ils ont toujours le potentiel pour le faire. Oui. Mais c'est parce qu'on s'y prend mal, en fait. De manière psychologique, souvent, on ne se rend pas compte de ces envies-là que nous avons, de tout ce processus dans lequel nous sommes jusqu'à arriver au suicide. Oui, on n'en a pas forcément conscience. Comme je le dis, ce qui nous omnibule en général, c'est de mettre fin à la souffrance. Je souffre, je me dis qu'il faut que je mette fin à cette souffrance-là. Ou alors, je pense que les gens qui sont autour de moi souffrent à cause de moi. Il faut que j'abrège leur souffrance. Oui. Donc, je suis omnibulé par le fait de vouloir abréger de la souffrance. Donc, je ne vois pas les solutions à côté parce que mon esprit est concentré sur ma solution, oui, qui est de me donner la mort. Donc, il faut qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre vienne me présenter une alternative. Me dire non, M. Zabi, c'est vrai que vous voyez actuellement la mort là comme la solution à votre problème, mais ce n'est pas vrai. Il y en a d'autres. Et vous avez les capacités. Vous avez le potentiel. La personne ne me dira pas ça juste parce qu'elle a envie de m'encourager, mais elle me dira ça sincèrement, en me faisant ressortir les différentes situations dans lesquelles j'ai pu avoir du succès. Et non pas en constatant là où j'ai eu de l'échec. Non. Si, par exemple, c'est une situation sentimentale qui me fait à développer des idées suicidaires, il faut qu'on me montre que cette conquête-là, c'est vrai, c'est une personne de valeur pour moi qui part, etc., etc. Mais j'ai déjà eu des conquêtes réussies. Qu'on me fasse, on me montre ça. Et quand j'ai ça sous les yeux, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Ah, il y a 2 ans, il y a 10 ans, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Donc, je peux utiliser les mêmes leviers pour pouvoir rebondir aujourd'hui. Oui. Parce qu'on m'a présenté ça. Donc, il faut toujours s'engouffrer, oui, dans cette voie-là. À vous entendre, on a le sentiment et on le constate que c'est vrai que c'est un sujet très sérieux. Il faut prendre la détresse au sérieux, ce qui sort de la bouche de toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui sont dans ce moment de détresse-là. Mais la solution est juste à côté de nous. La première solution, avant même peut-être de voir un spécialiste.
C'est de parler avec la personne. C'est de parler avec la personne, la communication. L'écouter. L'écouter. Le problème aussi, c'est qu'on... Même si on n'a pas vraiment des solutions lorsqu'on écoute la personne en face de nous. Même quand on n'a pas de solution, qu'on sait écouter, juste prêter une oreille, pas prêter notre cerveau. Le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter. La plupart des gens qui s'adonnent à cet exercice d'écoute, oui, ils pensent que quand on vient les solliciter, on demande qu'ils trouvent la solution à nos problèmes. Non. Je peux avoir des soucis, je peux avoir juste besoin que quelqu'un s'asseye et qu'il m'écoute. Et je vais me vider. Et je vais me vider, je vais parler. Parce que on est prompt à proposer des solutions. Mais les solutions qu'on propose là, ce sont des solutions qui sont valables pour nous, pas pour la personne.